d'accueillir la base militaire américaine d'El Udeid. Toujours est-il que maintenant, je veux dire, le Bahreïn, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, l'Égypte, l'Iran se met à dos tous ces pays, que ce soit les pays du Golfe ou du Moyen-Orient, qui reprochent donc à l'Iran d'avoir riposté au lieu de se taire, de se calmer et de laisser en fait les négociations de paix, s'il y en a, agir au lieu d'avoir comme ça des frappes de chaque côté. Merci beaucoup Ramzy. On va décrypter en plateau à l'instant évidemment ce message de Donald Trump. Je salue ceux qui nous ont rejoints. Michel Fayad, N. Feder, vous êtes porte-parole de l'ambassade d'Israël en France, et Xenia Federova. Bonsoir Xenia, on vous retrouve évidemment tous les jeudis dans l'heure inter sur CNews. Bon, N. Feder, est-ce que c'est le début de la désescalade et comment vous réagissez au message de Donald Trump qui vous invite aussi à quasiment arrêter les bombardements, puisque c'est comme ça que je le comprends. Et c'est exactement comme vous décrivez les choses. Les objectifs sont presque obtenus d'un autre côté. Et ce qu'il fallait faire avec les États-Unis était fait. Et maintenant, nous sommes, on peut dire, peut-être au début de la fin de cette opération. Et chaque opération militaire doit terminer avec une option diplomatique. Donc, on entend bien, Eric Tegner, qu'on est peut-être au début de la fin, que c'est la désescalade. On entend le porte-parole de l'ambassade israélienne à l'instant, N. Feder. On entend Trump qui dit, bon ben voilà... ils nous ont prévenus, merci. C'était pas terrible votre contre-offensive. Donc on est peut-être au début d'une désescalade et on va ouvrir l'autre partie dans un instant. Donc le régime, visiblement, pas de volonté de Trump de le faire tomber. Pas sûr que Benyamin Netanyahou aussi neutralise le guide suprême. C'est peut-être le début de la fin. Oui, c'est certain, c'est une possibilité, mais c'est pas sûr quand même. C'est-à-dire que déjà, il faut souligner que Benyamin Netanyahou, pour lui, l'intervention de Donald Trump aussi vite, c'est une victoire. Vu que c'est allé très vite, on n'en a pas conscience, on a presque l'impression que c'est naturel. Mais jeudi dernier, on se retrouvait quand même avec des débats internes aux Républicains, avec Steve Bannon, Tucker Carlson qui attaquait Donald Trump. Et finalement, d'ailleurs, ce week-end, on a vu que la base républicaine, elle était derrière Donald Trump. Donc ça, c'est un point. Donc, étant donné qu'il demandait, ça peut arriver. Ensuite, ce qui va quand même compter, ça va être effectivement les négociations. C'est-à-dire que Donald Trump, là, il tend la main pour qu'il y ait des négociations. Et ça va dépendre du comportement de Benyamin Netanyahou et de ce qu'il souhaite, parce que l'Iran va continuer à tirer sur Israël. C'est une certitude. Même si ça ne fait pas de dommages, si pendant des mois, ils envoient 10 missiles par jour, la population israélienne, son quotidien va changer. Et ça sera inacceptable du côté d'Israël. Ce qui est certain, c'est que moi, je souscris avec le fait que, dans l'immédiat, il ne faut pas tirer sur Khamenei, il ne faut pas l'assassiner tout de suite, parce que déjà, ça ne changerait pas forcément l'ampleur du régime. Ce qui compte, c'est déstabiliser le régime. Et ensuite, si on peut donner une chance aux Iraniens de le faire eux-mêmes, c'est quand même important. Et surtout, si Donald Trump choisit de renverser le régime, c'est important que derrière, il négocie avec Benyamin Netanyahou, qu'il soit d'accord sur la stratégie qui va suivre. N. Feder, il n'y a pas de volonté, à l'heure où on se parle, de neutraliser le guide suprême de la part d'Israël. Non, il y a deux objectifs de cette guerre, les missiles balistiques et le projet atomique de l'Iran. On a dit depuis le début que si les Iraniens décident de changer le régime, ce sera très bien, mais ce n'est pas à nous, comme État d'Israël, de changer le régime iranien. Donc, alors, on ne va pas continuer cette guerre jusqu'à la chute de la régime. On va continuer cette guerre jusqu'à nos buts sont obtenus. Oui, donc on comprend. Xenia, on est sans doute, ce que je disais, le début de la fin de ce conflit. Voilà, les Américains ont visé leur objectif, les Iraniens ont répliqué, les Américains étaient au courant, ils disent pas de problème, quasiment, parce qu'on n'a aucun mort, donc très bien. Les Israéliens se disent le programme nucléaire, il a reculé de plusieurs années, donc on est sans doute là au début de la fin de cette guerre. Moi, je pense que, juste pour préciser, pour changer les régimes, c'est un besoin de choses. Soit c'est le peuple iranien qui décide de changer le pouvoir en Iran, et si ça ne marche pas, il y aura absolument nécessaire de voir les forces sur les terrains. Et là, je ne suis pas sûre que Donald Trump est prêt d'envoyer les soldats américains en Iran, même si les républicains sont derrière. Je pense que ce n'est pas exactement dans la même image de Donald Trump qui veut se présenter comme un président de paix, en fait. Michel, alors je vous voyais réagir quand je disais c'est le début de la fin de la guerre, peut-être. Vous faisiez comme ça, non. Alors pourquoi non ? Parce qu'en fait, il faut voir quel est le nom de l'opération donnée par les Iraniens. Elle s'appelle Fatah al-Barakat. Fatah, c'est dire la conquête.
et Barakat divine. Donc, une opération qui s'appelle Conquête divine, qui se termine par des missiles qui ont été prévenus à l'avance, où il n'y a personne qui est mort, il n'y a personne qui est blessé, il y a quelques dégâts, 13 interceptés, c'est du rien du tout. Moi, je ne pense pas que ça s'arrête à là. Sinon, l'opération ne s'appelle pas Conquête divine. Alors, c'est quoi la suite? Puisque les Israéliens disent... non, je ne parle pas du côté israélien. J'ai bien compris. Mais quelle est la suite? Les Américains calment le jeu. Les Israéliens expliquent qu'on a atteint quasiment nos objectifs. Donc, qu'est-ce qui va se passer de la part de l'Iran? Vous pensez que l'Iran va continuer la guerre? Obligatoirement. Parce qu'en réalité, ils ne peuvent pas... Vous savez, il y a un truc, il y a un problème. Mais sous quelle forme? Alors, qu'est-ce que l'Iran va faire demain? Je ne suis pas devant, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des choses que les Iraniens écrivent et disent. Et en Occident, on ne veut pas lire et entendre ce que les Iraniens disent. Donc, quand ils appellent une opération conquête divine, ce n'est pas pour s'arrêter à ce qu'ils ont fait ce soir. C'est qu'il y a d'autres choses qu'ils vont continuer à faire. Je sais oui, pas le message de Donald Trump que je vous ai lu tout à l'heure et qui a dit j'encourage vivement Israël à faire de même. Donc l'Iran peut maintenant progresser vers la paix et l'harmonie dans la région. Donc il appelle très clairement à la désescalade et il n'y aura pas de réplique américaine au bombardement de sa base à Doha qui n'a fait aucun blessé, aucun mort parce que les missiles ont été interceptés. Donc en tout cas du côté d'Israël, on est vers une désescalade. Du côté de l'Amérique, c'est très clair ce soir avec le message de Donald Trump. Donc l'inconnu, vous dites, c'est l'Iran. C'est l'Iran. Parce qu'il y a une... Enfin, en même temps, l'Iran, excusez-moi, mais leur intervention de ce soir, ils passent juste un coup de fil pour dire on va vous frapper à telle heure, à tel moment, avec tel missile. Donc il n'y a pas non. Non, mais absolument. Moi, là, je suis pas en train de contester tout ça. Vous avez parfaitement raison. La seule chose que je dis, c'est que ce ne sont pas des imbéciles. Et s'ils ont baptisé une opération avec ce nom, c'est qu'il y a autre chose derrière. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui... Mais est-ce leur intérêt que la guerre continue? Bien sûr. Au Mola. Oui, mais bien ils veulent sûr. pas que les Américains passent par Parce que les Américains en fait, les Américains n'ont pas envie de cette guerre depuis le départ. Ils se sont un peu lancés parce qu'il fallait bien aider Israël, il fallait bien finir finalement du programme nucléaire. Un peu comme vous avez dit, il y a il faut... Michel, je vous pose toutes les questions. Donc, je me mets à la place de ces barbares de Mola. Ils vont continuer, vous dites, avec le nom de leur opération, à bombarder Israël. Conquête divine en France. Voilà, à bombarder Israël pour, je sais pas, prendre. À mon avis, ils vont arrêter avec les Américains. Donc très bien, ils continuent à bombarder Israël, mais ils veulent quoi? Ils veulent à la fin, s'ils n'arrêtent pas de bombarder Israël, ils veulent tomber. Est-ce que c'est leur intérêt de continuer? Vous avez mis le doigt là où il faut exactement, franchement, parce qu'en réalité, dans la littérature des mollahs, il y a le côté apocalyptique. Oui. Et ils croient dans le côté messianique. En fait, pour eux, la fin du monde, c'est bien, c'est le retour du Mahdi, c'est ce qu'ils souhaitent. Enfin, ils veulent pas que leur régime chute. Mais il n'y a pas de question de régime qui chute. Pour eux, c'est la destruction, la fin du monde, c'est le retour du Mahdi, c'est la grande victoire religieuse. Et puis il ne faut pas oublier que les Iraniens l'ont prouvé depuis 46 ans, il y a bien d'autres façons de faire la guerre. Donc pour vous, ils vont continuer, les Ils vont Iraniens. continuer, mais d'une autre façon. Oui. C'est le terrorisme. Bien sûr. Voilà. On oublie que l'Iran, ce qu'il a fait le plus depuis 46 ans, c'est produire des armées terroristes partout dans le monde, financer toutes les actions terroristes. Aujourd'hui, Ça, on est bien s'ils d'accord. veulent répondre, la plus belle, malheureusement, c'est horrible ce que je vais dire, mais le cynisme, la folie des Iraniens, c'est de faire des attentats de masse aux États-Unis pour renverser l'opinion publique contre Trump. Voilà le genre de façon de faire la guerre. Les Iraniens n'ont pas de limite. Ils l'ont montré avec leur population, ils l'ont montré avec leurs voisins, ils l'ont montré en utilisant de façon perverse les outils et tout ce qu'on appelle les proxys. Mais leurs premiers proxys sont les gardiens de la Révolution, qui sont partout dans le monde et qui sont des forces terroristes. Donc demain, s'ils réagissent en faisant un 2e 11 septembre, ce sera une façon pour eux de continuer la guerre. Sur cette guerre qu'on connaît depuis une semaine avec l'échange de frappes, je suis d'accord sur le terrorisme. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que les Iraniens vont continuer à bombarder? Ils n'ont pas intérêt. Ils n'ont pas intérêt à faire ça, mais en revanche, s'ils lancent dans le monde entier, comme ils l'ont fait pendant des années, des vagues d'attentats monstrueux pour renverser par la population, par le renversement de l'opinion publique, ils peuvent déstabiliser. Et encore une fois, tout est bon pour eux. Oui. Ils mettent au même niveau un attentat ou une bombe sur un pays. C'est pas ça. Je pense qu'il faut quand même avoir en tête que malgré ces frappes des GBU-57 américains, le programme nucléaire iranien n'est pas terminé. Ils ont encore des scientifiques, la recherche, effectivement, ils parlent ont fui 480 kilos d'uranium enrichi à 60%. Bien amoché quand même. Hein. Les têtes pensantes du nucléaire iranien qui n'ont pas été assassinées, alors certaines évidemment sont toujours en Iran, mais le haut du spectre
a fui en Russie. Complètement. Et oui, c'est amoché. Mais donc, ça donne un argument à Donald Trump pour dire on a peut-être gagné 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, moi, je peux en sortir. Et du côté des Iraniens, c'est pour ça que pour moi, ils ont prévenu les Américains. Ils veulent pas que les Américains rentrent dans le conflit. Ben oui. Donc, ils vont continuer une guerre face à Israël. Ils savent que les Israéliens tuer Khamenei, c'est extrêmement dangereux. Et donc, leur but, c'est de préserver ce programme nucléaire. C'est ça qui va compter. Et Donald Trump, il peut en sortir. Donc, c'est pour ça que ce qui va compter, c'est les jours à venir. Ce message de Donald Trump est absolument catastrophique, en fait. Vraiment. Pourquoi catastrophique? Catastrophique parce que ça isole une nouvelle fois Israël, parce que le programme de ces mots-là, c'est la véritable destruction d'Israël dans une guerre hybride. Et dans cette guerre hybride, il faut absolument isoler ce pays, l'isoler aussi de... Le porte-parole de l'ambassade d'Israël vient de vous dire qu'il était d'accord avec Donald Trump. De toute l'opinion... Ah, vous êtes d'accord avec Donald Trump? Bah oui, sur la conclusion. Je ne suis pas d'accord avec Donald Trump, mais je dis que au moment qu'on a abouti nos objectifs, nos deux objectifs, on va essayer de trouver une manière diplomatique bien sûr. De sortir. On ne va pas terminer et après, les Iraniens vont recommencer. Non, il faut établir les mécanismes internationaux pour éviter un autre programme nucléaire. On ne connaît pas l'objectif final de Netanyahou concernant le renversement du régime iranien. Sinon, il n'aurait pas tiré sur El Feder vous dit que ce n'est pas un objectif. Bien sûr, je dis qu'il est Donc flou. on l'a compris. Simplement, ce que je peux dire, c'est simplement qu'on est imbibé par une petite musique que le cessez-le-feu et la désescalade viendraient obligatoirement des États-Unis ou bien d'Israël. La désescalade doit venir principalement de l'Iran. Mais on voyait bien les avis et c'est pour ça que la conversation est intéressante de se confronter sur le plateau. Franck qui nous dit que ce n'est pas l'intérêt des Iraniens de continuer à bombarder Israël. Michel Fayad qui nous dit qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Donc c'est la grande inconnue. Mais on voit bien la volonté de désescalade de la part des Américains et de la part d'Israël. Donc c'est là où, moi, à mon avis, la France a été à côté totalement. C'est-à-dire vraiment totalement. C'est-à-dire que les Américains ont atteint leur objectif, voilà. Pendant que Macron nous disait Trump veut un cessez-le-feu, rien compris. Et que maintenant que l'objectif est atteint côté américain, là, on voit bien la fin du message de Donald Trump, d'aller vers la paix, Xenia. Absolument, mais on verra. On ne peut pas vraiment dire ce qui va passer, mais à mon avis... si les États-Unis sont obligés d'intervenir, ça peut devenir un genre de Vietnam pour les États-Unis. Si on regarde ce qui est passé en Afghanistan et comment les États-Unis en fait sont perdus les faces en Afghanistan, les talibans au pouvoir, je ne suis pas sûre qu'ils ont envie d'y aller. Ah ben là, on a bien compris. Le président Trump, il dit on a atteint nos objectifs, l'opération s'est formidablement bien passée. Les Iraniens nous ont appelés, nous ont prévenus. Après, Donald Trump, de temps en temps, il change son discours très vite, donc on verra ce qu'il va dire demain. Oui, mais il n'a jamais mis un soldat sur le terrain. D'ailleurs, c'était sa prouesse, même, on va dire, sa grande médaille à Donald Trump. Il a tout le temps, de premier mandat et deuxième mandat, il a tout le temps dit « je ne mettrai jamais un boy sur le terrain de bataille ». Donc, c'est pour ça que le fait qu'il ait bombardé avec des avions, comme ça s'est passé admirablement le week-end dernier, il respecte encore une fois cet engagement. Et je suis totalement d'accord avec vous, il n'a pas envie d'un nouveau Vietnam. Oui, bien sûr. Et Xenia, vous confirmez ce que je disais tout à l'heure, il y a les têtes pensantes existent encore, c'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever ce que vous avez dans la tête, à moins de vous tuer. C'est-à-dire que le haut du spectre des scientifiques iraniens qui n'ont pas été abattus par les États-Unis, une part d'entre eux ont fui vers la Russie. Alors ça, je n'ai pas attendu cette comme nouvelle, mais je peux envisager que c'est possible parce qu'il y a une coopération entre l'Iran et la Russie et les spécialistes de nucléaire russes ont été en Boucher, en fait, c'est une ville en Iran où il y a un site nucléaire, et peut-être les spécialistes iraniens sont venus en Russie. On voit très bien qu'il y a eu un attentat, pas un attentat, mais une frappe sur un bâtiment où il y a eu un ingénieur iranien qui était tué, donc peut-être c'est leur façon de le protéger, de les mettre en Russie. Mais ça, je n'ai pas vu dans les news, mais c'est possible. C'était parmi plusieurs avions qui ont décollé depuis Téhéran à ce moment-là. Et d'ailleurs, on va l'entendre tout de suite. Poutine, service minimum pour ses alliés les Iraniens. Vous allez l'entendre, c'est-à-dire qu'il condamne les frappes. Mais enfin, il va pas au-delà. Écoutez le président russe. Une agression absolument non provoquée contre l'Iran n'a aucune justification ni fondement. Nous avons une relation longue, bonne et fiable avec l'Iran. De notre côté, nous prenons des mesures pour apporter notre aide au peuple iranien. Comment vous décryptez ça, Xenia ? Ce qu'il dit, c'est très vrai. La Russie et l'Iran sont les partenaires, les amis depuis quelque temps déjà.
Et début de 2025, ils ont signé un accord stratégique sur les coopérations entre les deux pays. Il n'y a pas que la coopération militaire, mais aussi économie, ce qu'on appelle l'atome pacifique. Donc, il y a plein de choses. Mais la Russie a aussi un partnership, comme on dit, avec Israël. On a un peu discuté avant le show avec monsieur de l'ambassade. Et on a dit Poutine garde toujours le contact avec Netanyahou, avec qui il a parlé il y a quelques jours. Il est très pragmatique, il garde contact avec Qatar, avec Iran, avec Donald Trump, avec qui il parle. Donc je pense que, évidemment, et juste pour dire une autre chose, cet accord, ça n'oblige pas la Russie d'intervenir militairement. C'est-à-dire que, par exemple, l'accord avec le Nord-Corée, ça oblige la Russie d'intervenir s'il y a un conflit militaire. Mais avec l'Iran, ça n'oblige pas. Donc, c'est vraiment plutôt une façon de légitimiser des relations qui sont déjà sur place. Rachel, comment vous réagissez à la dénonciation des frappes sur l'Iran de Vladimir Poutine ? Bon, déjà, le fait qu'ils disent que ces frappes n'ont aucun fondement, c'est assez vertigineux. Parce que oui, il y a des fondements, la destruction d'un pays, mais dans le même temps, comme la Russie a agressé un autre État, on peut comprendre cette logique finalement de pensée. C'est-à-dire qu'on légitimise finalement le fait qu'un pays souverain puisse agresser un autre État souverain. Là, en plus, il s'agit de l'éradication d'un peuple. Plus la question du nucléaire qui vient là-dessus, c'est quand même beaucoup. Après, on sait que dans la stratégie de Vladimir Poutine... Vous voulez dire que si Vladimir Poutine avait la crainte qu'un pays limitrophe ou à côté de la Russie obtienne la bombe nucléaire et vienne ensuite le rayer de la carte, il serait intervenu sans doute assez rapidement. Ah oui, oui, voilà, absolument. C'est quand ça l'arrange. L'Ukraine pouvant rentrer dans l'OTAN. Oui. Après, il y a la stratégie russe. Il y a la stratégie russe du Sud global aussi. C'est-à-dire de ne pas finalement être dans une stratégie alignée, effectivement, de parler à tout le monde, de parler aussi avec l'Afrique. Donc ce Sud global qui, à l'ONU, par ailleurs, a été complètement, comme disent les jeunes, matrixé, avec un lavage de cerveau pro-islamiste. Je vous donne 30 secondes pour répondre, Xenia, la pause. Non, c'est juste, c'est important que vous avez évoqué l'Ukraine, parce que si on regarde au début de cette opération spéciale que la Russie mène en Ukraine, au début de cette guerre, en fait, il y a eu tous les médias et toujours qui sont dit que c'est une guerre, un unprovoked guerre, c'est-à-dire que c'est une guerre qui n'était pas provoquée. Et aujourd'hui, ce que Vladimir Poutine a dit, c'est un peu la même chose. Il a dit que ces frappes n'étaient pas provoquées d'Israël. Donc je pense que c'est quand même, si on suit votre logique, Rachel, il a tous les droits de le dire. De ne pas provoquer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'Iran bombarde, et puis via les proxys... Et puis l'Iran dit en permanence qu'ils veulent rayer Israël de la carte. Oui, donc oui, mais la Russie n'a jamais dit ça. Oui, non, mais là on est sur l'Iran, mais on est sur l'intervention de l'Iran, sur l'intervention israélienne en Iran, qui, il fallait quoi que l'Iran développe, que Israël attende patiemment. Alors vous allez développer la bombe atomique dans 2 mois, puis vous allez nous rayer de la carte. Voilà. Écoutez, on va attendre gentiment parce que le droit international nous demande d'attendre. Et Rima Hassan nous demande d'attendre. Donc il n'y a aucun problème, on va attendre. Concernant Israël, Vladimir Poutine aussi se rappelle, puisqu'il le sait, il l'a d'ailleurs cité, qu'il y a sur les 9 millions d'habitants, 2 millions d'Israéliens d'origine russe et russophones. Et d'Ukrainiens. Et d'Ukraine, exactement. La pause, on se retrouve dans un instant avec d'autres invités. On va continuer donc à évoquer, est-on vers la désescalade voulue par Donald Trump ? Donald Trump calme le jeu ce soir, alors que sa base américaine à Doha s'est fait bombarder, mais il n'y a aucun missile qui n'a atteint son objectif, puisqu'ils ont tous été interceptés. On entend la voix du porte-parole de l'ambassade d'Israël sur ce plateau, qui tend aussi vers la désescalade. Donc est-ce le début de la fin de la guerre ? Est-ce que l'Iran va continuer? Est-ce que le régime va tomber? Toutes ces questions, on se les pose dans un instant. De retour pour la dernière partie de 100% politique, et vous savez que l'édition spéciale de CNews se poursuit jusqu'à 1h du matin. Vous retrouverez dans 56 minutes très précisément Julien Pasquet pour l'édition de la nuit, qui va donc revenir, comme nous d'ailleurs, sur ce qui s'est passé ces dernières heures. Je vous refais le film si vous l'avez manqué. Vous savez évidemment que Donald Trump a bombardé ce week-end les infrastructures iraniennes qui tentent à développer une bombe atomique. Réplique iranienne, si on peut appeler ça une réplique, visant la base
base militaire américaine à Doha. On apprend avec le tweet de Donald Trump que les Américains étaient parfaitement prévenus, qu'il n'y a pas eu un blessé, pas un mort côté américain, et que Donald Trump calme le jeu et est prêt à passer à autre chose et appelle à la désescalade et appelle Israël et l'Iran. Vous voyez cette dernière phrase qui est vraiment la plus importante. L'Iran peut peut-être maintenant progresser vers la paix et l'harmonie dans la région, et j'encourage vivement Israël à faire de même. Est-ce le début de la fin, Arnaud Klarsfeld? Oui. Bonsoir déjà. Je vous salue parce que je ne vous ai même pas salué. Bonsoir Arnaud et bonsoir Manaz Shirali. Vous êtes une spécialiste de l'Iran. Vous êtes souvent sur le plateau de CNews depuis le début de cette guerre. Donc je repose ma question à Arnaud. Est-ce le début de la fin? Oui, je pense que c'est le début de la fin. Je pense que Trump veut être vu comme César à Alexandrie, où il était arrivé, il avait gagné la guerre en 3 jours. Il avait dit « Veni, vidi, vici », je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Il a fait larguer les bombes sur les sites de préparation nucléaire. Elles ont eu l'effet qu'elles ont eu, mais elles ont eu quand même un effet dévastateur. Il ne veut pas engager de troupes pour faire tomber le régime. Israël est un tout petit pays, 9 millions d'habitants. Ce n'est pas aux Juifs d'abattre le régime d'une grande puissance comme la Perse. C'est aux Iraniens de se prendre en main et de faire tomber le régime. Il est évident qu'Israël considérerait que c'est une bonne chose que le régime tombe, mais ils ne vont pas faire tomber le régime. Et maintenant, il doit y avoir des dissensions au sein du gouvernement, enfin au sein du système politique iranien, entre le leader qui, selon la Constitution, a tous les pouvoirs, et les gardiens de la révolution, qui ont sans doute le pouvoir économique et qui veulent continuer à bien vivre. Après, il faut avoir des négociations. Je pense qu'il y aura des négociations, et je pense que si l'Iran arrête de tirer des missiles sur Israël, eh bien, ils iront vers les négociations, et la crise s'arrêtera et elle sera reportée à 20 ans. Ça fait, pour Israël, la guerre dure depuis 1948 et c'est toujours reporté, tant que les pays arabes, et là, ce n'est pas un pays arabe, c'est un pays chiite, persan, mais tant que le Moyen-Orient n'aura pas accepté que le peuple juif et un État juif au Moyen-Orient qui est dans l'ensemble une terre musulmane, le conflit perdurera. Il pourra perdurer très longtemps. Au 12e, 11e, 12e et 13e siècle, les Francs avaient un royaume là-bas en Palestine. Les musulmans ne l'ont pas accepté, ont réussi à les chasser. Au bout de 150 ans, on verra si les Juifs continuent à rester en tant qu'État indépendant au Moyen-Orient. Hein, je retiens de votre phrase, de plus que votre phrase, puisque vous en avez fait plusieurs, de votre intervention, cher Arnaud, ce n'est pas aux Juifs à tuer le guide suprême. Non, c'est pas aux Juifs, parce que ça restera, même s'il est méchant, même s'il opprime son peuple. C'est ce que j'entends de beaucoup d'Israéliens. Je suis israélien aussi, et je considère que les Juifs doivent vivre en tant qu'État-nation là-bas et s'entendre ou avoir des rapports normaux avec les États qui sont là-bas, sans les juger moralement et sans essayer de les changer. L'Arabie saoudite n'est pas tellement mieux que l'Iran. Si on vole quelque chose, on vous coupe la main. Les femmes n'ont pas un tel statut, même si ça change. Donc, c'est pas à Israël. Israël est là-bas pour vivre sa vie en tant qu'État-nation et avoir des rapports avec tous les États là-bas sans chercher à changer les régimes. Alors, Manaz, vous êtes une spécialiste de l'Iran. On comprend bien, Trump avec son poste, il s'arrête là. Si les Iraniens s'arrêtent là, il s'arrête là. Ce que dit Arnaud, je l'entends énormément dans la société israélienne. Ce n'est pas à Israël de tuer le guide suprême. Et vous l'avez dit aussi tout à l'heure, monsieur le porte-parole de l'ambassade israélienne. Donc, il y a une possibilité, ça dépend. Après, Fayad nous disait, ça dépend ce que va faire l'Iran. L'Iran peut continuer, ça dépend évidemment si l'Iran continue ou pas à bombarder Israël. Mais il y a quand même, on voit bien, une fenêtre ce soir pour que ça s'arrête. Alors, que les choses soient claires. Je ne suis pas capable de lire l'avenir. Je ne parle que du présent et par rapport aux cartes qui sont sur la table. Je suis une modeste sociologue, pas plus que ça. Et pourtant, ce que je viens d'entendre me fait sourire par sa naïveté, par la naïveté de ses paroles. Je souris. Parce que si les Israéliens... Ce que dit Arnaud, vous trouvez ça naïf ? Absolument. Parce que si les Israéliens pensent qu'avec la République islamique, une négociation c'est possible, si les Israéliens pensent
présence de la République islamique, quelle qu'elle soit la forme, ils peuvent avoir un tant soit peu la paix dans leur pays, ou bien ils peuvent assurer leur survie, c'est d'une très très grande naïveté que je ne prête pas, que je ne... Non, ça je suis en train de dire autre chose. Laissez-moi terminer. Non, mais je n'ai pas rien dit de méchant. Alors, donc, je pense que les Israéliens que j'ai connus jusqu'à là, de loin, je les suis de loin depuis plusieurs années, et je vois qu'ils sont quand même beaucoup plus intelligents que ça. Ils savent que... On m'appelle simplet en général, c'est pour ça. Je pense que tant que la République islamique est là, tant que Khomeini est vivant, les Israéliens peuvent rêver d'avoir la paix. Et d'ailleurs, la République islamique n'est pas la Perse. La République islamique est un pouvoir politique qui a occupé ce pays. Donc, confondre la Perse, l'Iran avec la République islamique, c'est vraiment très injuste. Très injuste. Et je pense que les Israéliens, ils savent pertinemment, s'il y a un seul peuple sur cette terre qui connaît très bien ce que c'est la République islamique, quel est le danger de la République islamique, quel est le danger du guide suprême. Mais ce que dit Arnaud, je suis désolé de vous le dire, que je l'ai énormément entendu de la part d'Israéliens ces derniers jours. Ce n'est pas à nous de tuer le guide suprême. Oui, mais certains demandaient aux Américains de le faire. Oui, les Américains, visiblement, ce soir, ils disent non, avec Donald Trump. Ah, mais je suis d'accord. Mais moi, je suis favorable à cette solution, croire que la paix, tout ça. Moi, je pense depuis le début que Donald Trump n'est pas dans une surenchère, qu'il est ravi ce soir, qu'il annonce que le programme nucléaire d'une certaine façon c'est terminé alors que c'est pas complètement le cas. Ça l'arrangerait d'en sortir. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'on a entendu aussi tous ces derniers jours, c'est des gens qui disaient qu'il fallait renverser le régime iranien. Moi, je pense pas que ça soit forcément une bonne chose, mais j'ai des doutes sur le fait aujourd'hui que même Benyamin Netanyahou, vraiment aujourd'hui, soit dans une logique du on stabilise le terrain, alors qu'il y a quand même la population israélienne qui est derrière lui. Je l'espère. Arnaud, est-ce que vous voulez répondre à Manaz? J'ai pas dit que les Israéliens peuvent avoir la paix avec la République islamique d'Iran. J'ai simplement dit que Israël ne peut pas renverser le régime, n'a pas la possibilité de renverser le régime, et donc que c'est reporter à long terme le changement. C'est aux Iraniens de se prendre en main. Moi, je considère que pour les Iraniens, ce serait une bonne chose que le fils du Shah ait un gouvernement de transition et qu'ensuite les Iraniens décident pour eux-mêmes. Mais c'est aux Iraniens de le faire. Il y a 9 millions d'Israéliens à 2000 kilomètres de la République, enfin de l'Iran. Ils ne vont pas envoyer des troupes. Ce n'est pas en bombardant de temps en temps qu'ils vont changer le régime. Donc c'est aux Iraniens de le faire. Et les Américains ne veulent pas aller envoyer des troupes. Même en bombardant, ils ne peuvent pas changer le régime. Donc la seule possibilité, c'est que le régime tombe. Et ça, c'est aux Iraniens de le faire. Et je comprends combien c'est difficile, mais ce n'est pas aux Juifs ou aux Israéliens de changer un régime alors qu'ils n'ont pas la possibilité de le faire. La seule possibilité qu'ils ont, c'est de détruire le danger immédiat qui est devant eux. Et le danger immédiat, c'est le système nucléaire. Et encore, ils l'ont détruit pour 5 ans, 7 ans. Après, ça reviendra, comme ça revient à chaque génération de Juifs, une bataille pour continuer à survivre. Alors Manaz, je vous laisse répondre dans un instant. Je vous jure que je vous laisse répondre, mais je vois Rachel pas d'accord avec Arnaud Klarsfeld. Donc ça m'intéresse. Et ensuite, je vous donne la parole, je vous le jure, Manaz. Vous, Rachel, je comprends par les gestes que vous faites quand Arnaud parle, et parce que je vous connais un peu, vous êtes pour qu'Israël neutralise le guide suprême. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec Arnaud. C'est-à-dire que je suis d'accord pour... Alors après, il faut que je comprenne la conclusion. Oui, vous allez comprendre parce qu'elle est très simple. C'est que je pense que cette communauté internationale ne prend plus ses responsabilités depuis un bon moment. Et que le peuple iranien a besoin, évidemment, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce peuple a été envahi. Rachel, on le neutralise ou on ne neutralise pas le guide suprême? C'est ça qui m'intéresse. On le neutralise tous. Tout le monde doit prendre son courage à deux mains pour le neutraliser. Non, il ne va pas y avoir un missile avec tous les drapeaux du monde dessus. Oui, mais normalement le droit... Sauf que ça ne va pas se passer comme ça, Rachel. Donc moi, j'aimerais comprendre votre point de vue. Est-ce que vous êtes pour que Benyamin Netanyahou neutralise le guide suprême? Arnaud, c'est clair, il est contre. Et je vous voyais faire des grands signes quand Arnaud parlait. Donc est-ce que vous êtes pour ou contre? C'est la seule question qui m'intéresse. Pour ou contre... Mais non, parce que vous disiez visiblement que vous n'étiez pas d'accord avec Arnaud. Je ne suis pas d'accord. Et moi, j'entends ce qu'a dit Arnaud dans la société israélienne. Écoutez-moi, sur Europe 1, sur CNews. Écoutez-moi juste un instant. C'est simplement que le peuple juif ne peut pas être Israël ne peut pas être tout seul à tuer ce guide suprême.
Et par ailleurs, le peuple iranien ne peut pas être seul à combattre ce régime. C'est-à-dire que c'est bien beau les leçons dans des salons bien feutrés, confortables, pour dire qu'il faut la paix, etc. Là, aujourd'hui, la paix, c'est une paix en sursis. Donc, en fait, on est en train de repousser le problème. Donald Trump, avec son message de ce soir, il agit en tant que businessman. Il appelle à la paix. Il agit en tant que businessman et il veut le prix Nobel de la paix. Et donc, dans cette séquence extrêmement courte, il aura son petit prix Nobel de la paix, s'il le veut, parce qu'il a frappé très fort. Mais le problème, c'est que ça ne garantit pas la paix mondiale. Mais il ne veut pas envoyer de troupes au sol. Mais oui, mais c'est compréhensible. Il faut envoyer 200 000 troupes au sol. Mais alors, qui prendra la responsabilité de ça? Alors, Rachel, on peut envoyer Matahari essayer de tuer le guide suprême. Moi, j'y vais si vous voulez. Vous y allez. Voilà. Ah non, parce que vous venez de revenir dans 100% politique, donc j'ai pas envie que vous partiez en Iran tout de suite. Et puis, je vous le souhaite pas, vu le sort qui est réservé aux femmes dans ce pays. Mais donc, Rachel, on n'avance pas, parce que si Trump, comme ce soir, il l'a dit, il ne va pas tuer le guide suprême si les Iraniens s'arrêtent là. Si Benyamin Netanyahou, on entend ce que dit Arnaud, on entend ce que dit le porte-parole de l'ambassade, ne le fait pas non plus et appelle à la désescalade. Et si les Iraniens se disent, pour le moment, on arrête le jeu, on pourra évidemment le faire, on calme le jeu, on pourra le faire avec des proxys, on pourra organiser des attentats dans un second temps, mais pas maintenant, tout de suite, le régime reste en place s'il se passe ça. Mais le régime sera affaibli quand même. Oui. Parce que les gens ont quand même... Les gens, est particulièrement dangereux, parce que là, maintenant, ce régime, il suffit d'avoir un peu de trêve, et tout de suite après, il va effectuer des massacres en Iran. Déjà aujourd'hui, 22 personnes ont été condamnées à l'exécution rapide, et un jeune homme a été exécuté ce matin, pour vous dire qu'une petite trêve permet à la République islamique non seulement de massacrer sa propre population, de se ressourcer, de refaire ses proxys, et de se refaire une beauté, si on peut parler comme ça. Et puis, ça va être encore à nouveau, dans 6 mois, dans 1 an, des graves problèmes pour Israël. Vous savez, moi, je ne suis pas avocat pour parler que qui doit faire quoi. Moi, je suis simplement sociologue. Et je peux tout simplement vous dire que je ne sais pas si le peuple iranien, à main nue, arrivera à combattre un régime avec 2 armées. Je ne sais pas si ce sont les Israéliens qui vont tuer ou pas. Je ne sais pas si ce sont les Américains ou pas. Mais je sais une chose. Je sais que la République islamique est un danger pour les Iraniens, pour les Israéliens, pour les Arabes, pour toute la région et voire pour la planète entière. Alors, vous voulez le garder? Allez-y, gardez-la. Mais sachez que le danger est sous votre nez. Sachez que demain, avec leurs missiles balistiques, ils peuvent toucher la France. Et si jamais leur missile est doté des têtes atomiques, pourquoi pas? Ils le font sans aucun problème. Soit on est conscient, soit on ne l'est pas. Alors, si on n'est pas conscient, si on veut dormir sur ses 2 oreilles, alors que tranquillement, c'est à vous de le faire. C'est à la planète entière de le faire. Mais sachez, on vous a dit... C'est un régime qui est dangereux pour tout le monde, pour toute la planète. Manaz, je reçois énormément de Français de la diaspora iranienne depuis une semaine ou de ressortissants de cette diaspora. Et à chaque fois, je leur demande de me raconter leur histoire personnelle parce que je trouve que ça dit ô combien ce régime des Mollahs est un régime barbare. Et à chaque fois, on me dit dans ma famille, mon grand-père a été assassiné, mon père parfois a été, je pense à Hilda la semaine dernière qui m'a raconté que son père avait été fusillé en tentant de renverser le régime. Est-ce que je peux vous demander, vous, comment votre famille a fui l'Iran, ce qui s'est passé dans votre famille, s'il y a eu des répressions absolument atroces? Je peux vous demander ça? Alors, cher Gauthier, c'est ici que je vous plains. Les Iraniens que vous recevez sur vos plateaux, sur toutes les télés, sur toutes les chaînes, ce sont des Iraniens qui parlent de leur opinion personnelle, de leur vie personnelle. Vous m'en recevez en tant que sociologue. Je suis ici et j'ai toujours été sur les plateaux de télé, j'ai toujours été partout, à la radio, dans les journaux, partout. Mais pas en tant que Mahnaz Shirali, une personne, mais en tant que sociologue. Ma parole, c'est la parole de mes enquêtes. Quand je vous dis les Iraniens disent, c'est parce que dans mes enquêtes... Je sais bien, mais chacun a un témoignage, chacun a une histoire. Jamais de ma vie. Jamais de ma vie, je parle de ma vie personnelle, je ne fais de témoignages. Mon travail est de récolter les témoignages et de ne pas livrer le mien. Mon père était allé en 79, il était allé protester contre le régime des Mollahs à Téhéran, il avait été arrêté parce qu'en 79, le régime des Mollahs condamnait à mort les leaders de la communauté juive et il faut lui rendre honneur. Lui a eu le courage d'y aller au pire moment, en 79. Il est allé là-bas et il a été expulsé après vers
vers la France, mais au moins il a eu le courage d'y aller pour protester contre ce régime. Donc j'ai aucune sympathie pour ce régime. Au contraire, je suis pour que le fils du chat prenne le pouvoir de manière en transition et après que le peuple iranien décide, mais je vois très bien la situation. Les États-Unis n'ont aucun intérêt à y aller et Israël n'a aucun intérêt à aller au sol non plus. Donc ça va s'arrêter inévitablement. Écoutez justement le fils du chat, Reza Pahlavi, qui appelle le guide suprême à abdiquer. Aujourd'hui, j'ai un message direct pour Ali Khamenei. Abdique. Et si tu le fais, tu bénéficieras d'un procès équitable et d'une procédure légale, ce qui est plus que ce que tu as accordé à n'importe quel Iranien. Aux autres dignitaires du régime, ceux qui ont les mains salies par le sang du peuple iranien, vous aurez également à affronter la justice. Il n'y a qu'un seul chemin pour la paix. Un Iran laïque et démocratique. Je suis ici aujourd'hui pour me soumettre à mes compatriotes, afin de les conduire sur le chemin de la paix et de la transition démocratique. Je ne cherche pas le pouvoir politique. Je cherche à aider notre grande nation à traverser ces heures critiques vers la stabilité, la liberté et la justice. Bon, Éric Tegner, est-ce qu'il y a une forme de lâcheté ce soir quand on voit les Occidentaux se dégonfler et ne pas vouloir faire tomber le régime des mollahs? Non, c'est pas de la lâcheté, c'est de la réelle politique. Moi, c'est ce que je dis depuis plusieurs jours. À chaque fois qu'on parlait de la dimension du peuple iranien pour essayer de justifier le renversement d'un régime, moi, je rappelais qu'en fait, en règle générale, cet argument n'est utilisé que dans un objectif de communication. C'est-à-dire qu'à chaque fois, pour toucher l'opinion publique, on va faire témoigner des gens. Effectivement, on va parler de la situation. Mais la vérité, c'est qu'en géopolitique, les principaux leaders aujourd'hui du monde, ils défendent d'abord leurs intérêts propres. Et donc, à aucun moment, et malheureusement, et j'en suis attristé, à aucun moment, la souffrance des Iraniens est prise en compte par qui que ce soit. C'est une réalité. Elle est utilisée, mais elle n'est pas prise en compte. Donc, si aujourd'hui, il y a une fenêtre de tir pour calmer le jeu, pour faire en sorte que les relations économiques se passent bien, que le détroit d'Ormuz ne soit pas fermé, bien entendu que l'ensemble des dirigeants, de leur façon, vont saisir cette occasion. Maintenant, ce qui va compter, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir. Parce que moi, je pense que les Israéliens, ils ont un intérêt à long terme de faire renverser le régime iranien, sauf s'ils considèrent, parce qu'il faut le noter, que si le régime iranien y tombe, l'Iran deviendra un grand pays, potentiellement fera beaucoup plus de relations économiques avec les États-Unis, et Israël, ça peut aussi ne pas forcément être un intérêt. Donc il y a plein d'enjeux dessus. Mais ce qui va compter, c'est est-ce qu'il va y avoir une volonté, par exemple, d'armer, de former aujourd'hui une vraie résistance du côté iranien, parce que ce qu'on juge avec les derniers jours, et ça je pense que c'est l'échec du côté de la résistance iranienne, c'est qu'elle n'existe pas. En tout cas, elle ne se mobilise pas dans la rue. Donc s'il y a un enseignement quand même à retenir, c'est celui-là. C'est de pouvoir les former, ou alors simplement on laisse faire les choses. Quand il y a des tombes qui vous tombent, des bombes qui vous tombent mais sur malheureusement, la tête, vous le voyez bien aujourd'hui. Malheureusement, vous le voyez bien, c'est que personne ne fera le travail à votre place. Et donc c'est ça la réalité. Et je pense que Donald Trump l'a très bien vu. Il y avait déjà des messages, vous savez, il y a Voice of America, c'est-à-dire une radio mondiale, et il n'a pas du tout forcé le fait qu'il y ait du farci renforcé pour essayer de provoquer cette population. Dès le début, il sentait bien que les Iraniens n'iraient pas dans la rue. C'est pour ça que ce soir, je pense qu'il saisit l'occasion. Bon, Aïd Feder, vous pouvez nous redire ce soir, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est pas faire tomber le régime n'est pas l'objectif d'Israël. Israël est un tout petit pays dans le Proche-Orient. On ne peut pas tomber un autre régime, on ne peut pas mettre ça comme objectif aujourd'hui. C'est pour la communauté internationale, après notre but sont établis sur le terrain, que le plan atomique et les missiles balistiques sont détruits, on peut commencer à discuter la diplomatie pour trouver des solutions, trouver des mécanismes pour allonger. Donc discuter avec le régime des mollahs, faire de la diplomatie avec les régimes des mollahs qui n'a pas respecté l'accord de Vienne, raison pour laquelle vous êtes intervenu. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut avoir Vous faites confiance aux mollahs? Non, mais il faut avoir une forte communauté internationale contre cet régime. À Vienne, il y avait tout le monde pour signer l'accord sur le nucléaire iranien. Il y avait la communauté internationale qui était là. C'était pas assez fort. Oui. C'était pas assez fort. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre un bracelet électronique à l'ayatollah?
Et je suis sûr que dans les négociations, on va trouver des solutions. Mais je suis complètement d'accord avec l'analyse que jusqu'à dans le temps qu'on a toujours cet régime dans la région. Alors, vive les mollahs, parce que les Iraniens sont incapables de les renverser à main nue. C'est pas possible. Israël est un tout petit pays, comme le dit monsieur. Les États-Unis ne veulent faire que faire du commerce. Vive les mollahs, alors. Gardons la République islamique, vénérons-les, donnons-leur de la bombe atomique. Ça serait bien, c'est une bonne idée, parce que ce qu'ils cherchent, au lieu de leur donner autant de peine à aller chercher, de créer la bombe atomique eux-mêmes, alors donnons-leur de la bombe atomique. Donc, tout va bien, alors... On n'est pas allé sauver les Nord-Coréens. Absolument. Écoutez, tout va bien. Sans la bombe nucléaire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que jamais un pays n'ira sauver un autre pays. S'il le fait, c'est pour d'autres intérêts. Mais est-ce que vous voyez ce soir, avec le message de Donald Trump, ce que peut dire le représentant de l'ambassade, est-ce que vous voyez ce soir que la fenêtre de tir contre le guide suprême se réduit? Écoutez, ce que j'ai appris ces derniers mois avec Donald Trump et avec la politique internationale, c'est de ne pas prêter attention à ce qu'ils disent et regarder ce qu'ils font, tout simplement. Là, pour l'instant, peut-être ils ont besoin d'une trêve, c'est leur problème, mais je ne pense pas que les Israéliens soient aussi peu intelligents de laisser une République islamique à moitié morte, comme ça, sur le terrain, et ne pas profiter de la situation. Je ne sais pas, je pense qu'ils sont plus intelligents. On verra, je ne sais pas, mais en tout cas, les paroles qu'ils profèrent n'ont aucune importance. Bon, Michel Fayad, votre regard, parce qu'au début on disait c'est le début de la fin, vous êtes le seul qui a dit non, mais pas point de vue israélien ou américain, point de vue iranien, ils vont continuer, c'est ce que vous nous avez dit. Vous dites c'est un régime dangereux qui va continuer, donc vous aussi, vraisemblablement, le sous-texte c'est il faut intervenir, il faut faire tomber le régime, parce que sinon ça va continuer. Et dans un instant, je le dis, nous serons avec le porte-parole de l'armée israélienne, Olivier Rafovitz. En fait, vous savez, il faut être factuel. En réalité, le guide suprême de la République islamique, il n'est pas que guide suprême de la République islamique. Il a une autre fonction. Son autre fonction, c'est chef du Vilayet et Fakir, c'est-à-dire le gouvernement des oulémas, dans lequel font partie le Hezbollah et les Hachech Sha'abi. Ce n'est pas Israël qui a déclaré la guerre à l'Iran le 13 juin dernier. C'est l'Iran qui a déclaré la guerre à Israël le 9 octobre 2023, lorsque le 9 octobre 2023, le Hezbollah a attaqué Israël sur ordre direct du chef du gouvernement des oulémas, le guide suprême de la République islamique d'Iran. Par conséquent, juste un instant, par conséquent, ça signifie que même si les Américains disent on veut s'arrêter là, et les Israéliens disent on veut s'arrêter là, nous on a fait notre opération, on a tapé et tout ça, il y a quelqu'un qui, lui, a déclaré la guerre. Les Américains n'ont pas utilisé le mot guerre, les Israéliens non plus, mais lui, il l'a utilisé. Il l'a utilisé le 9 octobre 2023, quand il a été décidé de faire une guerre du Hezbollah contre Israël. Ça a été une déclaration de guerre. Et donc, cette déclaration de guerre, il n'y a pas eu de fin encore. Elle se poursuit. Et je répète ce que j'ai dit en début d'émission, c'est que le terme qui a été utilisé pour cette opération aujourd'hui, dont on se moque, et je suis bien d'accord, mais on va voir, parce qu'elle s'appelle conquête divine. Ah oui, Fatah al-Barakat, ça veut dire conquête divine. C'est donc Donald Trump se moque, il se fiche de la tête, se paye la tête des Iraniens. Vous m'avez appelé, votre opération elle est naze. Mais le régime iranien affirme que les bases ont été rasées. Il y a une contre-propagande. Oui, ça c'est la propagande du régime. L'Iran fait de la propagande. Non mais ça, ils disent ce qu'ils veulent. Par contre, moi je note une chose. Et il faut qu'on soit vraiment factuel. Il a fait cette déclaration ce soir, mais il y a quelques heures, il avait fait une autre déclaration parlant de changement de régime. Et peut-être que demain matin, on va se réveiller, il aura fait un nouveau tweet parlant de nouveau de changement de régime. Donc, est-ce qu'on est on commente le tweet de Donald Trump de ce matin où il parlait de changement de régime? Moi, vous savez, je suis une chaîne info, c'est un garçon assez basique, je commente le dernier. Je commente le dernier. Non, je suis d'accord avec vous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il est en train de souffler, vous savez, des deux côtés. Oui. Et ça ne veut pas dire que ce qu'il a dit ce soir, ce soit vraiment sa position réelle. C'est comme quand il disait « je vais peut-être y aller, je vais peut-être pas y aller ». Enfin, vu ce qu'il a fait ce week-end... c'était du bluff aussi. Bien sûr, mais vu ce qu'il a fait ce week-end, c'était préparé pas depuis quelques jours, non, on est depuis d'accord. Plusieurs semaines. Et d'ailleurs, il y a un truc que personne n'a parlé en France. C'est le journaliste Seymour Hersh, qui est le plus grand journaliste d'investigation au monde et qui a pris Pulitzer et qui avait dit que Donald Trump allait attaquer ce week-end, avant l'ouverture des marchés de lundi. En France, personne n'en a parlé. Par contre, au Moyen-Orient, tout le monde l'a repris. Mais en France, personne. Et pourtant,
encore une fois, c'est le plus grand journaliste d'investigation au monde. Parce que c'est lui qui avait dit que Nord Stream 2 avait été détruit par les Ukrainiens, donc forcément... Mais c'est lui aussi qui a parlé de la guerre Iran-Irak, c'est lui qui a révélé le Watergate. Enfin, il y a plein d'histoires. Il est prix Pulitzer, c'est pas n'importe qui. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre également, c'est pour que les téléspectateurs comprennent, l'accord sur le nucléaire dont on parle, celui qui a été signé en 2015, vous savez qu'est-ce qu'il disait? Il ne parlait pas de l'arrêt du programme nucléaire, il parlait de la suspension pour 10 ans. Alors les gens qui comprennent rien à l'idéologie islamiste et n'ont jamais lu Khomeini de leur vie croient que on a obtenu de la République islamique d'Iran la suspension pendant 10 ans, c'est incroyable, on a super bien négocié, etc. Mais la réalité, c'est que dans les préceptes islamiques, il y a ce qu'on appelle la Hudna, H-U-D-N-A, qui dit que c'est une trêve qui est accordée pour 10 ans. Et en réalité, quand on suspendre le programme nucléaire pour 10 ans, c'est appliquer le précepte islamique qui dit donner une trêve pour 10 ans, pour mieux recommencer. Alors le régime aujourd'hui... Les hypocrites ne sont pas simplement musulmans. Il y a des hypocrites. Mais ce n'est pas une question d'hypocrisie. Non, mais c'est pas une question d'hypocrisie. C'est une question d'application de l'idéologie politico-religieuse communiste. Le fait de faire semblant pendant un certain temps de baisser la tête pour obtenir ce qu'on veut... Bon, c'est consubstantiel à toutes les religions, et c'est pas simplement... honnêtement, j'ai jamais lu ça, ni dans la Torah, ni dans la Bible. C'est un peu partout, chez les chrétiens, les juifs et les musulmans. L'hypocrisie est un sentiment bien partagé. Bon, c'est très compliqué d'envoyer des troupes au sol. C'est très compliqué de faire tomber un régime, et Trump ne peut pas laisser l'Iran avec le programme nucléaire, et Trump ne peut pas laisser l'Iran avec le programme balistique. Donc c'est aux mollahs de s'humilier et de mettre le drapeau blanc. S'ils le font, le régime tiendra jusqu'à ce qu'il soit renversé par son peuple. Si il ne dresse pas le drapeau blanc, eh bien la guerre continuera. Bon, je remercie le porte-parole de l'ambassade d'Israël, N. Feder, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, monsieur le porte-parole. On part tout de suite en Israël rejoindre Olivier Rafovitz, porte-parole de Tzahal. Bonsoir, Olivier Rafovitz. On a donc vu cette attaque contre la base américaine à Doha, au Qatar, des Iraniens, en représailles de ce qui s'est passé ce week-end. Une opération moquée par Donald Trump, disant qu'il était prévenu, qu'il n'y a aucune victime côté américain. Et il appelle à la paix, tant à la fin de son message, les Iraniens que les Israéliens. Est-ce le début de la fin de cette guerre, Olivier Rafovitz? Bonsoir et merci de m'inviter dans votre émission ce soir. Vous savez, à l'heure où je vous parle ce soir, nous continuons à frapper des cibles reliées au programme militaire nucléaire iranien un peu partout en Iran, surtout à Téhéran ce soir, où nous avons lancé des notes d'alerte à la population de se déplacer des zones où il y a des centres militaires. Nous continuons à la fois l'offensive contre le programme nucléaire militaire iranien, contre les bases de missiles, contre l'appareil de guerre mis en place depuis des années pour, selon la politique iranienne, pour anéantir l'État d'Israël. Nous sommes également en Israël, alors je vous parle également, dans une posture défensive au cas où des missiles seraient lancés du territoire iranien vers Israël. Là où je veux en venir, c'est que les actions américaines contre le régime iranien ont été, comme vous le savez, des actions américaines. On a été mises au courant, mais elles restent américaines. Et la réaction actuellement iranienne face à cette action américaine n'est pas reliée à ce qui se passe actuellement entre Israël et la République islamique d'Iran. Très bien, j'entends ce que vous nous dites, Olivier Rafovitz. Alors, je vais poser la question différemment. Est-ce que les cibles que vous vous étiez fixées sont presque toutes atteintes? Beaucoup de cibles ont été atteintes, mais pas toutes. Et tant que la directive de l'échelon politique nous demande de continuer à agir pour détruire ou éliminer en tout cas le programme nucléaire militaire iranien et d'autres cibles, nous continuons. Il faut savoir qu'il y a encore beaucoup d'éléments dangereux pour l'État d'Israël. Je rappelle que cette action préventive est pour nous, je veux dire, une guerre existentielle, dans le sens où le régime des mollahs, des ayatollahs, a décidé, dans son idéologie, d'éliminer, d'exterminer l'État d'Israël, et que toute une politique a été mise en place. Il faut savoir que le programme nucléaire militaire iranien a coûté, écoutez-moi bien,
500 milliards de dollars. Et 500 milliards de dollars ont été investis dans ce programme de mort, pas pour le développement de l'Iran, pas pour les Iraniens, mais pour détruire l'État d'Israël. Et ce programme militaire nucléaire a été en partie réduit à néant. On le voit avec différentes frappes, mais il n'est pas encore totalement terminé, au sens que les objectifs ne sont pas encore tous atteints. Éric Tegner. Moi, ce que je note, c'est que, on voit bien un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la même vision entre ce que le colonel Kassovitz nous explique et ce que le porte-parole de l'ambassade... Rafovitz, pardon. Kassovitz, c'est un acteur. Pardonnez-moi. Kassovitz, voilà. Et le porte-parole de l'ambassade d'Israël en France, il y a quelques minutes sur le plateau, ils disent pas la même chose. Tout à l'heure, il disait c'est bon, on a atteint les objectifs, etc. Et là, on voit bien que ce que quelqu'un sur le terrain nous dit, c'était ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est que de toute façon, Israël pourra toujours dire non, le programme nucléaire n'a pas été détruit, parce que si jamais ils le disent, ils ne pourront plus justifier une potentielle opération dans 12 ou 24 mois. Donc c'est-à-dire que évidemment que l'objectif, c'est que Donald Trump se retire, parce qu'à la base, les Israéliens demandaient l'intervention de Trump uniquement pour les GBU 57, et il a fait le boulot, mais ils vont continuer le travail du côté de l'Iran. Moi, ça me semble assez évident, je ne vois pas Netanyahou faire autrement. Évidemment qu'ils vont continuer à bombarder les éléments nucléaires, les éléments balistiques. Mais vous avez dit que c'était fini. Mais j'ai pas dit que c'était fini. J'ai dit que c'est l'opération. J'ai dit qu'il n'y aura pas de changement de régime, mais ça va pas finir demain. L'opération était sur le début de la fin. Là, c'est le début de la fin. Ça dépend. Tout est dans les mains des mollahs ou du système politique iranien. Est-ce qu'ils acceptent d'aller à la table des négociations en disant nous abandonnons le programme nucléaire et nous abandonnons les missiles dans ces conditions et les gens vont continuer à parler, ou est-ce qu'ils disent on va continuer et là, voilà, c'est ça. Oui, Olivier Rafovitz veut intervenir dans le débat. Allez-y, colonel Rafovitz. Merci. Ce que je vais vous dire au niveau opérationnel, pour que je sois peut-être clairement dite, en tout cas de mon côté, c'est que dans cette opération, il y a une chose qui est exceptionnelle au niveau opérationnel, c'est-à-dire qu'il y a un contrôle total de l'espace aérien iranien, qui s'est fait en l'espace de quelques jours par l'armée de l'air israélienne. Et ce contrôle aérien total de l'espace aérien iranien permet à Tsahal, à l'armée de l'air israélienne, de frapper des cibles qui étaient jusqu'à maintenant compliquées à frapper, qui permettent également à nos forces et à nos éléments sur le terrain, dans le ciel entre autres, d'obtenir presque en real time du renseignement tactique et micro-tactique qui nous permet parfois, en plus de ce que nous savons, de découvrir d'autres cibles. Il faut savoir que nous avons affaire ici à une puissance militaire, près de 100 millions d'habitants, 3 fois la France en taille. Et c'est un régime qui s'est véritablement organisé, qui s'est mobilisé avec cette course à la bombe atomique, n'est-ce pas, pour sanctuariser un régime grâce à la bombe atomique, un petit peu comme la Corée du Nord, avec un objectif qui, pour l'idéologie islamiste de la République islamique d'Iran, était d'exterminer Israël et de rassembler autour de cette idéologie de mort, excusez-moi un instant, des proxys d'autres États, d'autres groupes, comme le Hamas, comme le Djihad islamique, comme le Hezbollah, comme les milices chiites en Irak, et d'autres groupes. Dès le moment où Tsahal est passé à cette action-là, qui a été une action surprise pour les Iraniens, ils ne s'attendaient pas à une telle action et de telles opérations aussi importantes et aussi en profondeur, et surtout la maîtrise du ciel, les choses changent. Et donc aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est que beaucoup d'objectifs ont été atteints, mais pas tous. Et tant que la menace existe, et elle existe toujours, tant qu'il y a l'intention d'un régime qui est toujours en place de détruire Israël, et je rappelle qu'au-delà de la bombe atomique, des milliers de missiles balistiques sont également pour nous une menace existentielle. C'est important de le dire parce que ces missiles peuvent également toucher l'Europe, pas seulement Israël. Et aujourd'hui, bien sûr, mais c'est ce qu'on disait. Oui, avec... Oui, mais le porte-parole de l'ambassade d'Israël, c'est vrai, et on réagit tous en plateau, avait un discours inverse du vôtre, colonel Rafovitz. Donc c'est intéressant de comparer le discours de Tsahal avec le discours de la diplomatie israélienne. Je pensais avoir un porte-parole de l'ambassade américaine, du coup. J'ai l'impression de voir les Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, le porte-parole de l'ambassade a dit, et il n'a pas changé, les objectifs d'Israël sont la destruction du système balistique pour qu'Israël ne soit plus menacé et la destruction du système système nucléaire. Il n'a pas dit que tout était atteint. Si, il a dit que les deux étaient atteints. Non, il a dit que c'était en partie atteint. Donc ça va continuer. Il y a deux discours qui ne sont pas les mêmes, Arnaud. Alors, Manaz. Colonel, bonjour, j'ai une question à vous poser. Vous dites que le ciel de l'Iran est ouvert
pour les avions israéliens, mais hier, j'ai entendu aussi que les Iraniens disaient que le ciel d'Israël est ouvert pour nous parce que nos missiles peuvent aller où ils veulent et on peut le faire, on peut toucher là où on le souhaite. Donc, il se prétendait en tout cas d'avoir d'égalité sur ce point avec vous. Vous voulez que je réponde donc à la propagande iranienne? Je ne veux pas rentrer maintenant. Vous savez, on n'a pas du tout en Israël ici envie d'utiliser des superlatifs pour humilier l'ennemi. Ce n'est pas le but, en aucun cas. Nous sommes dans une situation où la menace existentielle a fait qu'on a préparé des plans depuis très longtemps au niveau du renseignement, au niveau de l'armée de l'air, au niveau du Mossad, c'est plus un secret maintenant, qu'ils ont permis avec le savoir-faire militaire, avec l'expérience, avec des plans extrêmement bien préparés, avec l'effet de surprise, de prendre encore une fois le contrôle de l'espace aérien iranien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos avions, et non pas des missiles, nos avions de chasse, 200 le premier jour et des dizaines tous les jours, parcourent le ciel iranien sur des milliers de kilomètres, puisqu'on a frappé jusqu'à 2200 kilomètres des frontières israéliennes, n'est-ce pas? Et nous pouvons frapper là où nous le voulons, au niveau des installations nucléaires et au niveau des installations balistiques. Le fait qu'il y ait des tirs de missiles balistiques du côté iranien vers Israël, c'est un fait. Nous interceptons à peu près 90% de ces missiles, déjà avant même qu'ils partent du sol iranien, puisqu'à peu près 2/3 des lanceurs de missiles balistiques ont été détruits en territoire iranien, ce qui a fait que les Iraniens ont dû déplacer leurs lanceurs de l'ouest à l'est. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ce sont des choses qui sont reliées actuellement à ce qui se passe sur le terrain. Mais là où je veux en dire encore une fois, c'est que la puissance militaire iranienne face à l'action israélienne a fait que nous sommes aujourd'hui dans la maîtrise des cieux au niveau de l'aviation. Il n'y a pas d'avion iranien, il n'y a pas d'avion iranien, de pilote iranien qui pilote et qui arrive dans le ciel israélien. On est d'accord. Maintenant, le fait que nous sommes aujourd'hui capables de viser les centres de recherche, le centre de commandement et de contrôle dans tous les endroits de Téhéran, de Shiraz ou d'autres villes d'Iran sans qu'il y ait de réaction de l'armée de l'air, parce qu'il n'y a pas d'armée de l'air capable aujourd'hui d'arrêter nos avions. Ça veut dire que nous sommes aujourd'hui dans ce contrôle total. Ce contrôle total, il a un but. Ce n'est pas d'envahir l'Iran. Le but est de détruire le programme nucléaire militaire iranien. Encore une fois, 500 milliards de dollars investis depuis des années. 2000 milliards de dollars, pas 500 milliards. 2000 milliards de dollars. Bon, si vous voulez ajouter encore 1500 milliards, vous avez le droit. Ce sont les experts iraniens qui le disent, je répète, tout simplement. Alors, si vous parlez des experts iraniens, je ne veux pas m'y confronter. Mais là où je voudrais en venir, c'est que nous sommes face à un État aujourd'hui qui, face à l'action israélienne, n'est pas capable, n'est plus capable d'agir au-delà de lancer des missiles et de tirer dans les villes et dans les villages israéliens. On a bien compris, de vouloir tuer des Israéliens. Non, c'est important de le dire, excusez-moi. J'ai bien compris, mais j'ai une question pour aller encore un peu plus loin. On a compris quels étaient les objectifs. Est-ce que la chute du régime est un objectif? Non, je ne peux pas répondre. Non. Je vais vous dire, le régime aujourd'hui est un régime qui a mis en place ce programme-là, n'est-ce pas, de destruction, le régime des mollahs et des ayatollahs. Nous ne sommes en aucun cas en guerre avec le peuple iranien. Comme d'ailleurs, nous ne sommes pas du tout en guerre avec le peuple palestinien à Gaza. Vous êtes en guerre avec le Hamas à Gaza, vous êtes en guerre avec le régime des mollahs en Iran. Non, avec le régime lui-même. Oui, c'est ce que je viens de dire. Dans le sens, oui, mais le régime qui a mis en place ce programme nucléaire militaire de destruction totale. Lorsque nous touchons aujourd'hui, par exemple, ce matin, des centres de commandement et de contrôle, des gagnants de la Révolution, nous détruisons des bases, des Bassij, les groupes reliés à à ceux qui tiennent le régime par la force et qui font régner la terreur en Iran. Lorsque nous faisons exploser la porte de la prison Evin, symbole de terreur du régime, qui est également cette prison, parce que beaucoup de choses ont été dites en France aujourd'hui. Alors vous avez raison, vous avez raison, c'est bien la porte qui a été visée et pas l'entièreté de la prison, comme ça, on a pu l'entendre dans des médias et c'est à proprement hallucinant, parce qu'évidemment c'est pas du tout la même histoire de vouloir viser la porte pour faire sortir les prisonniers ou de cibler les prisonniers. Aucun prisonnier politique n'a été visé, c'était bien la porte. Et Jean Nouvel
Noël Barrot a condamné cette frappe, le ministre des Affaires étrangères, en faisant croire que vous aviez visé la prison, alors que c'est la porte que vous avez visée. C'est le bâtiment administratif. Dans cette prison, je vous le dis, ça a déjà été dit peut-être, dans cette prison, il y avait des activités d'espionnage et de contre-espionnage des gagnants de la Révolution qui utilisaient ce centre pénitentiaire pour leurs actions, je répète, d'espionnage et de contre-espionnage. Et je vous rappelle que nous avons en Israël, dans cette action-là, énormément d'éléments reliés à l'action secrète, n'est-ce pas, pour toucher les cibles reliées au programme nucléaire secret pendant des années nucléaire iranien, également les bases de missiles. Tout cela réuni fait que nous touchons des objectifs militaires qui sont très souvent en Iran couverts par des institutions pseudo-civiles, comme des centres de recherche, comme des centres médicaux, comme par exemple la police du cyber qui a été touchée, une police cyber de l'informatique, n'est-ce pas, qui en fait sert à faire de la guerre cybernétique, mais également à empêcher les Iraniens d'avoir une vie libre sur les réseaux sociaux, sur le téléphone portable. Tout cela réuni est relié aussi, évidemment, aux activités d'un régime dictatorial, puisque c'est un régime dictatorial, un régime de terreur qui a utilisé, je répète, ce programme nucléaire militaire, pour se sanctuariser, pour se protéger, pour rester à vie, se garantir une survie à vie, au nom de « nous voulons détruire l'État d'Israël ». Sauf que l'État d'Israël est passé à l'action, une action préventive, une action extrêmement importante, peut-être la plus importante dans l'histoire d'Israël face à une menace existentielle. Et aujourd'hui, cette action, à l'heure où nous parlons ce soir, n'est pas encore terminée. On comprend bien. Et donc vous ne dites pas c'est le début de la fin. Vous ne dites pas ça ce soir. Je ne dis pas ça ce soir parce que ce n'est pas le début de la fin, ce n'est pas le début, ce n'est pas la fin. Nous sommes dans une action. Et tant que le gouvernement israélien, qui est celui qui décide de la directive, a donné à Tzahal, à l'armée de l'air, au service de renseignement, ce qu'il faut faire, eh bien, nous continuons. Et pour l'instant, Tzahal continue à agir. Merci. Et chaque jour qui passe, nous continuons à détruire le programme nucléaire iranien, les institutions reliées à ce programme-là, le programme balistique et tout ce qui est relié à ce programme-là, dont également les gagnants de la Révolution et leurs antennes comme les Bassij. Merci beaucoup, colonel Olivier Rafovitz. Merci pour cette intervention qui nous éclaire ce soir en direct sur CNews. Je vous entendais Michel Fayad dire CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Oui, qu'est-ce que vous retenez de cette intervention? Moi, je trouve que son discours est très clair. Il est en train de dire que le programme nucléaire est lié à un régime et que tant que ce régime est en place, eh bien, ce programme nucléaire va d'une manière ou d'une autre se poursuivre. Et l'objectif d'Israël, c'est d'anéantir ce programme. Et par conséquent, il va falloir, il le dit pas aussi clair que ça, mais c'est compris entre les lignes, il va falloir d'une manière ou d'une autre abattre ce régime. Enfin, il faut comprendre ce qu'il dit. Et d'ailleurs, enfin, moi donc vous, votre pronostic, c'est qu'Israël va faire chuter ce régime d'une manière ou d'une autre. Écoutez, il faut être factuel. Dans ce régime, il y avait quelques personnalités. Trump a tué Qassem Soleimani en janvier 2020. À l'aide d'un drone. Exactement. Là, le 13 juin et le 14 juin dernier, Israël a tué le chef des gardiens de la Révolution, le chef de la force Al-Quds, le successeur de Qassem Soleimani, le conseiller militaire du Guide suprême, le chef des services de renseignement des gardiens de la Révolution et son adjoint. 5 personnes. Non, mais ça, je parle des principales personnalités. 5 personnalités, en plus de Qassem Soleimani qui avait été tué en janvier 2020, 5 en 48 heures. Il en reste plus que 3 de personnalités dans ce régime qui comptent. Tous les autres ne comptent pas. Faites les 3. Il y a Ali Khamenei, le guide suprême, et comme j'ai dit, chef du Vilayet et Fakir, c'est-à-dire le gouvernement des oulémas. Mohsen Rezaei, qui a été plus de 10 ans à la tête des gardiens de la Révolution. Et Mohammad Ali Jafari, lui aussi, qui a été plus de 10 ans à la tête des gardiens de la Révolution. Et il n'y en a plus que 3. 3. Donc, je veux bien qu'on dise, oui, Israël ne veut pas le changement de régime, les États-Unis ne veulent pas le changement de régime. Il n'y a plus que 3 personnes qui comptent dans ce régime. Si ces 3 sont liquidés, le régime s'effondre. Je ne dis pas que c'est la paix et tout ça, parce que vous dites que c'est la chute du régime. Les gardiens vont vouloir défendre leurs intérêts économiques, ils vont vouloir garder leurs armes, ils vont peut-être faire de l'instabilité, ils vont faire des répressions, ils vont faire tout ce que vous voulez. Mais le régime... Donc votre démonstration dit, c'est la suite de la conclusion de votre démonstration, Israël finira par abattre les 3
que vous venez de nous citer. Et les États-Unis, c'est pas possible. Ils ont tué tout ce monde-là que je viens de citer. 6 personnes clés. Il en reste 3. Enfin, ils ont tué les 2 tiers des... Et vous avez vu comment Olivier Rafovitz a réagi à la fin du message de Trump qui appelle à la paix Iran et Israël. Il dit ça ne nous concerne pas. Par rapport à son opération, ce message ne nous concerne pas. Mais après, donc moi évidemment je partage, c'est bien ce que je voulais dire tout à l'heure, hein, et c'est pour ça que j'étais pas en phase avec le porte-parole, parce que tous les porte-paroles ne sont pas en phase entre eux. Hein, non, mais bien sûr, on a appris ce soir. Non, mais c'est simplement que il ne faut pas oublier qu'effectivement Israël est en guerre depuis 1948, que là elle vit un moment de son histoire particulièrement singulier, et qu'elle est forte, qu'il est fort, Israël, aussi de ce qui s'est passé le 7 octobre. Israël s'est désengagé de la bande de Gaza pendant 10 ans. Ça a permis à ce que un peu, même plus. Et ça a permis justement à ce que les terroristes planifient ce qui s'est passé le 7 octobre. Aujourd'hui, par rapport à l'Iran, qui a financé le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, qui est cette tête de la pieuvre, Israël est en train de faire le travail. Il ne va pas s'arrêter à mi-chemin au regard de ce qui a pu se passer depuis ces 2 dernières années. Et les Américains, qui depuis le début quand même aident au niveau, par exemple, des ravitailleurs. Vous nous dites, parce que vous n'allez pas au bout, ils ne vont pas s'arrêter à mi-chemin, ça veut dire qu'ils vont aller au bout et qu'ils vont, selon vous, neutraliser le guide suprême. Voilà. Mais Gauthier, je vous dis... Parce que tout le monde tourne un peu autour du pot. Vous avez raison. Et ils vont le faire moi, je suis le premier téléspectateur de mon émission, je suis un garçon assez simple, donc j'aime comprendre clairement les choses. Et ils vont le faire un peu comme disait Arnaud tout à l'heure, avec une forme d'hypocrisie, sans être complètement clair, etc. Mais bien entendu qu'ils veulent le faire. Mais Arnaud nous disait que c'était J'ai pas dit qu'il... Arnaud est contre qu'Israël neutralise... J'ai dit qu'ils espèrent que le régime tombe. Mais est-ce qu'ils ont bombardé un ministère ? Non. Est-ce qu'ils ont bombardé les casernes ? Une seconde. Est-ce qu'ils ont bombardé les casernes où sont les gardiens de la Révolution, les militaires ? Oui, aujourd'hui. Est-ce qu'ils ont tué des militants des gardiens de la Révolution. Chacun pense, l'avenir dira. Les buts de la guerre, étaient le démantèlement des systèmes balistiques et le démantèlement du système nucléaire. Si les Iraniens ou si le régime des Mollahs dit « nous allons négocier », Trump dira « vous négociez ». Et si Trump dit « vous allez négocier », Israël négociera parce qu'il n'a qu'un seul allié au monde, c'est les États-Unis. Je ne vois pas pourquoi Netanyahou, qui quand même en a fait parfois qu'à sa tête par rapport aux Américains en étant... Il n'en a pas fait qu'à sa tête avec les Américains. Il fait ce que les Américains plus ou moins disent. Parce que j'entends très souvent, ça c'est important, j'entends très souvent sur d'autres chaînes, même des centristes, dire que Netanyahou est comme un marionnettiste qui tiendrait Trump par... On l'entend, qu'il manipule. Si on l'entend très bien. Jean-Michel Apathy vous a attaqué là-dessus. Oui, et Jean-Michel Apathy, et même Thierry Breton dit comment ça se fait qu'un petit peuple dicte sa loi au monde. Ces gens ne se rendent même pas compte que ces centristes honorables ne se rendent même pas compte qu'ils écrivent le protocole des sages du Sion au XXIe siècle. C'est pas Netanyahou qui tient en laisse Donald Trump, c'est Donald Trump qui est l'empereur romain, et Israël, même s'il a son indépendance, est quand même un État plus ou moins client des États-Unis, parce que sans les États-Unis, Israël pour l'instant ne pourrait pas aller très loin. 15 secondes. Pour terminer juste, je disais qu'il a fait ce qu'il faisait Benyamin Netanyahou en étant contesté en interne au sein de la population israélienne. Là, cette fois-ci, le soutien israélien pour sa politique, il est au top, il est à son fait. Je ne vois pas donc pourquoi, à ce moment-là, il se dirait je me retire, c'est tout. Alors, je veux qu'on parte dans un instant aux États-Unis, rejoindre à nouveau Ramzi Malouki, mais vous vouliez répondre, Michel Fayad, sur ce que disait Arnaud sur les ministères bombardés par Israël et les casernes des guides suprêmes. Oui, mais par contre, je partage tout à fait ce que vous avez dit sur le grand n'importe quoi, de dire que Israël contrôle les États-Unis, c'est du grand n'importe quoi. On sait qu'il y a le lobby arabe qui est extrêmement puissant aux États-Unis, beaucoup plus qu'on le croit, et le lobby arabe est tellement fort qu'en 1973, Israël a failli disparaître de la carte parce que le lobby arabe avait quasiment acheté Henry Kissinger, qui a fini par travailler dans un lobby pour eux. Et c'était Alexander Haig, un catholique, qui avait sauvé Israël à ce moment-là. Donc là, je suis parfaitement d'accord avec vous. La seule chose que je voulais nuancer, c'était qu'aujourd'hui, le quartier général des gardiens de la Révolution a été visé. Le quartier général des Bassidji a été visé. C'est quand même des signes assez forts quand même qu'il faut reconnaître.
Et il y a aussi quand même quelque chose qu'on doit expliquer aux téléspectateurs, c'est que le gouvernement de Netanyahou est un gouvernement de coalition. Et par conséquent, quand le porte-parole de l'ambassade parle quelque chose, il relève quand même du ministère des Affaires étrangères. Quand le colonel parle, il dépend du ministère de la Défense. Chaque ministère appartient à un camp, chaque ministère suit une personnalité, et chacun a une petite différence l'un envers l'autre. Aucun de ces deux ne sait ce que les politiques vont décider. Oui, à la fin, c'est Netanyahou qui décide. Voilà. On est bien d'accord. Absolument, mais disons que je serais plus tenté à écouter le colonel pour une raison simple, c'est que le ministre de la Défense est complètement aux ordres de Netanyahou, ce qui est un peu moins la vérité par rapport au ministre des Affaires étrangères. Si vous deviez faire un pronostic, même si vous ne lisez pas dans le mar de café, la boule de cristal, je connais la phrase, ne me la faites pas. Vous pensez que à la fin, le colonel Rafovitz aura sans doute plus raison que le porte-parole de l'ambassade. Absolument. Et Manas, c'est aussi votre analyse. D'accord, absolument. Mais en règle générale, moi, j'écoute plus la parole des militaires que des politiques. Ils disent plus vrai que la langue de bois des politiques. Sur le terrain. Très bien. Vous trouviez qu'il était un peu langue de bois, le porte-parole? Non, pas un peu. Après, Il est le roi de langue de bois. Après, les militaires sont au service du politique. Bon. Je trouve que l'ambassadeur n'est pas langue de bois. Non. L'ambassadeur, il est tout à fait remarquable. C'est un plaisir de le recevoir. Non, mais on dit que normalement, ce sont plus catholiques que le pape. Ah, c'est ça. On part aux États-Unis. Je vous aime beaucoup, Manas. On part aux États-Unis. Vous mettez l'ambiance en plus. On part aux États-Unis rejoindre Ramzi Malouki. Désolé de vous avoir fait un peu patienter, Ramzi. Donc, c'est très intéressant parce qu'on a appris plein de choses dans cette émission. On a appris que l'ambassade d'Israël en France, qui est donc la voix de leur Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères israélien, n'était pas pour abattre le guide suprême. On a appris aussi que ce n'était pas du tout la position des militaires israéliens et de la défense, c'est ce que nous disait très bien Michel Fayad, et que donc il y avait encore un suspense sur la volonté israélienne de mettre à mal le régime, de le voir tomber. Mais aussi, il y a Donald Trump qui s'est invité dans cette soirée, qui s'est moqué de l'intervention iranienne au Qatar, qui leur dit même pas mal, et qui appelle Iraniens et Israéliens à la paix. Mais c'est le Donald Trump de ce soir, ou de cet après-midi pour vous, cher Ramzi. Peut-être que demain matin, la vérité sera tout à fait autre. Toujours imprévisible, Donald Trump. Je rejoins ce que disait Michel Fayad il y a quelques minutes. Il change d'avis. Il peut très bien demain dire on va reparler de Ali Khamenei. C'est une cible facile. On sait où tu te trouves. On pourra t'abattre à n'importe quel moment. Enfin, je répète pas ce qu'il dit, mais j'imagine que c'est ce qu'il a voulu faire dire. Ce qui est important, je pense aussi, c'est d'avoir un autre regard. Alors ce regard, je vous le propose, c'est le regard de la diaspora iranienne ici aux États-Unis et spécifiquement en Californie où, vous le savez, c'est la plus grande communauté iranienne hors d'Iran. Alors, encore une fois, je vous écoute passionnément sur ce plateau. On ne parle pas de témoignages ici, mais on parle de ressenti. Et vous savez, depuis maintenant plus d'une semaine, nous allons à Westwood, qui est le quartier par excellence iranien, qui s'appelle d'ailleurs Tehran Angeles, où tout le monde se retrouve dans un bar à chicha, c'est un peu le café du commerce, et où on a toutes confessions confondues. On a les chiites, on a la confession juive, on a les arméniens, et nous avons bien sûr une personne, nous, qui d'ailleurs est derrière la caméra et qui s'appelle Henrik Vartanian, qui m'accompagne aujourd'hui, qui fait partie de l'équipe de CNews, qui est arménien-iranien et qui nous met au milieu de ce ressenti. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué une sorte d'évolution. Au début, on a remarqué que les Iraniens en face disent il faut absolument anéantir toute l'infrastructure, à la fois nucléaire et l'infrastructure balistique. Ensuite, au niveau des chiites, c'est attention, il faut que les frappes restent ciblées parce qu'on a encore de la famille là-bas et qu'on ne veut pas de victimes. On est encore en contact avec beaucoup de nos familles sur place. Depuis le tweet de Donald Trump, qui, vous le savez, avec une touche d'humour, une touche de sarcasme, donc a parlé de cette riposte faible de la part de l'Iran, ici, la question qui se pose, c'est est-ce que Trump ou Israël va éliminer les mollahs? Je rejoins ce que disait Michel Fayad, pardonnez-moi, c'est important. Il reste donc 3 personnes à neutraliser, entre guillemets, pour que le régime s'effondre complètement. Ici, on parle exactement de la même chose, de ces 3 personnes. Maintenant, là où ils sont complètement divisés, les Iraniens, ici, encore une fois, ce ne sont pas des témoignages, c'est un ressenti, c'est que
il n'y a pas vraiment d'opposition. Il y a plusieurs oppositions. Il y a les monarchistes, il y a les libéraux, il y a les gens qui sont beaucoup plus conservateurs. Et ce que nous disaient les gens donc, dans ce bar à chicha, c'est que tant qu'il n'y a pas d'homogénéité dans cette résistance iranienne, où il faut, disent-ils encore une fois, que la révolution vienne de l'intérieur. Tant qu'il n'y a pas d'homogénéité, on comprend pourquoi Trump n'est pas prêt d'éliminer en fait le régime des mollahs. Et pour eux, si vous voulez, ce qui est en train de se passer à la fois au niveau des frappes israéliennes ou des agissements de l'Amérique, c'est qu'ils sont en train d'affaiblir au maximum le régime des mollahs pour qu'il s'effondre lui-même et que ainsi l'insurrection vienne de l'intérieur. Mais encore une fois, ce qui est important à noter, c'est que l'opposition donc au régime des mollahs n'est pas homogène. Il y a plusieurs oppositions et donc plusieurs conflits même au sein même de cette opposition. Gauthier, encore une fois, je ne fais que relater le ressenti de la plus grande diaspora iranienne en dehors de l'Iran. Bien sûr, merci beaucoup Ramzi d'avoir été une nouvelle fois en duplex avec nous depuis Los Angeles. Manaz, le mot de la fin de cette édition spéciale vous revient, l'espoir de voir tomber ce régime barbare des mollahs et cette question qui demeure entière, est-ce que Trump, Netanyahou le feront tomber? Écoutez, le 7 octobre 2023, j'ai vu le régime iranien est tombé. Parce que je me suis dit, ils sont derrière ces crimes, le monde entier va le savoir et on va les punir. Je ne me suis pas trompée. Vous n'êtes pas trompé? Non. Parce que ça va tomber. Vous allez voir. Vous allez voir. Et comme le colonel a dit, ce n'est pas le début. Ils ne peuvent pas rester. Ils ne peuvent pas rester comme ça. Le régime ne survivra pas, c'est ce que vous voulez dire à cette... Jamais. C'est condamné le 7 octobre. Moi, je sais que... Et vous donnez un laps de temps de combien de temps? Ça, je suis incapable. Okay. Mais c'est la fin. On a tout simplement besoin de la communauté internationale d'aider les Iraniens à dégager le cadavre puant de la République islamique de l'Iran. Je trouve que votre parole fait vraiment du bien. Et je sais que vous êtes sociologue et que vous tenez à ce titre. Mais aussi en tant que femme, vous êtes une femme géniale. Merci. Vraiment. Mais ne l'interrogez pas sur son témoignage personnel, sinon vous rendez comme moi. C'était un peu ce que là j'ai bien un privilège. Et pas essayer une fois, pas deux. Je peux vous dire, elle va revenir. Moi, je l'invite toute la semaine, j'essaierai pas deux fois. Je suis sociologue et tous les autres là, voilà. Moi, je suis sociologue. J'ai bien compris. Merci à tous d'avoir été avec moi pendant ces 2h30 d'édition spéciale. Tout de suite, Julien Pasquet, Maureen Vidal pour la suite de l'édition spéciale jusqu'à 1h du matin. Je vous propose d'écouter l'espoir peut-être pour l'Iran avant de retrouver Julien, Reza Pahlavi qui propose une transition démocratique qui appelle le guide suprême à abdiquer. C'est peut-être lui l'avenir de l'Iran, il est le fils du Shah. Écoutez-le et puis vous retrouvez Julien. Mes chers compatriotes, notre cher pays a été emmené vers une guerre dont le responsable est Khamenei. Il est le responsable de... Mes chers compatriotes, notre cher pays a été emmené vers une guerre dont le responsable est Khamenei. Il est le responsable de cela. Il a emmené l'économie du pays vers la ruine. Les fondations de notre pays ont été affaiblies et les richesses de la population ont été perdues pour obtenir l'arme nucléaire. Et la souveraineté du peuple iranien lui a été enlevée. Shattered Iran's security and stolen the sovereignty of the Iranian people. This regime is defeated. Ce régime est battu. Il se trouve près du précipice et il ne doit pas pouvoir continuer. Il est temps de terminer cette phase et ouvrir un nouveau chapitre pour l'Iran et faire en sorte que le lion iranien puisse se relever. Toutes les voix iraniennes représentent une nation résiliente, qui ne demande pas la paix, mais qui se bat pour elle. Des révoltes étudiantes de 1999 au mouvement vert, mais aussi au soulèvement de 2017 et 2019, des milliers d'Iraniens ont donné leur vie dans la lutte pour la libération de l'Iran.
have given their lives in the fight for Iran's liberation. Today, aujourd'hui, des millions de mes braves compatriotes la continuent. the fight. There is only one way, Il n'y a qu'un seul chemin pour la paix. Un Iran laïque et démocratique. democratic Iran. I am here today Je suis ici aujourd'hui pour me soumettre à mes compatriotes, afin de les conduire sur le chemin de la paix et de la transition démocratique. of peace and democratic transition. I do not seek, Je ne cherche pas le pouvoir politique. Je cherche à aider notre grande nation à traverser ces heures critiques vers la stabilité, la liberté et la justice. freedom and justice. Today, I have a direct message for Ali Khamenei. Aujourd'hui, j'ai un message direct pour Ali Khamenei. Abdique. And if you do, Et si tu le fais, tu bénéficieras d'un procès équitable et d'une procédure légale, ce qui est plus que ce que tu as accordé à n'importe quel Iranien. than you have ever given.